Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo d'avant-match, d'avant-compétition sur le 11 que Didier Deschamps va devoir et même pas pouvoir, puisque les possibilités sont très restreintes, aligner au Qatar pour la Coupe du Monde. Le forfait de Karim Benzema s'est ajouté hier soir à la longue liste déjà composée de Mike Maignan, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Presnel Kimpembe, Christopher Nkunku, sans oublier Raphaël Varane qui va rentrer dans la compétition peut-être en retard, pas titulaire ce mardi et surtout avec des incertitudes physiques, et bien sûr tous les autres organismes qui ont vécu un enchaînement d'une vingtaine de matchs en club avec un intervalle entre le foot en club et le début de cette Coupe du Monde très resserré. Voilà un petit peu comment on aborde cette compétition. Pas de la meilleure des manières et c'est du coup à double tranchant, il n'y a pas vraiment de juste milieu aujourd'hui. Soit tu penses que la France va faire un fiasco et l'histoire, la science, les statistiques vont dans ce sens, puisque voilà, les champions du monde en général se ratatinent après, soit c'est un exploit de faire un gros parcours avec autant de blessés. Paul Pogba, la plaque tournante de la France championne du monde, N'Golo Kanté, bien évidemment, le travail de l'ombre, Karim Benzema, qui était devenu un joueur très important, on n'oublie pas l'Euro qu'il a sorti, les bons matchs en Ligue des Nations, notamment dans l'association avec Mbappé. Bref, il y a plein d'inconnus, surtout que tous ces gens-là, bien sûr, ne sont pas remplacés par des mecs de leur niveau. Je rappelle qu'on passe de Paul Pogba à Adrien Rabiot, probablement dans le 11, et que Karim Benzema, alors c'est Giroud, on le respecte bien évidemment, et quelque part, ouf, heureusement qu'il est en forme, hein, parce que le dernier rassemblement, il a performé avec Mbappé. En club avec le Milan AC, il est exceptionnel. On espère qu'il ne va pas se blesser, parce qu'il commence à se faire vieux. Dans tous les cas, voilà, l'appel de Marcus Thuram lundi dernier, Kolo Muani, pour pallier à l'absence de Christopher Nkunku, allait dans ce sens. Tu pouvais critiquer ses choix, mais c'est évident qu'il y avait déjà quelques interrogations sur Benzema, le récent Ballon d'Or. Voilà. Alors, je pense que, en fait, pour caricaturer, ce qui me fait le plus mal dans ce forfait, c'est au niveau du jeu. C'est-à-dire que le parcours, on a montré qu'on était capable d'aller en finale de l'Euro, on a gagné la Coupe du Monde sans Karim Benzema, sans rien lui enlever. Bon, c'est pas le parcours qui me fait le plus peur. Par contre, c'est le football, Benzema. Voilà, c'est le dernier tiers, c'est l'animation, c'est les décrochages, la qualité technique évidemment, la connexion avec Mbappé dans les petits espaces, les gestes de zinzin dans la surface. On se souvient contre la Suisse, même si c'est un match qui aujourd'hui est anecdotique. Et en matière de plan de jeu, ça change quand même pas mal de choses. J'ai quand même l'impression que ça va en fait renforcer l'assise défensive de ces Bleus. Avec Benzema, je pense qu'on aurait évolué un cran plus haut que là, avec Giroud qui t'offre d'autres possibilités. D'abord, techniquement, c'est pas quelqu'un qui va conserver le ballon dans les petits espaces plus haut sous pression comme Benzema le fait. Et surtout, comme il est grand, comme il a un bon jeu de tête, c'est plutôt quelqu'un qui va te faire travailler, on va dire, le jeu long. Voilà, en tant que pivot, mot à la mode pour nous Parisiens. C'est ça qui me fait vraiment peur dans le forfait de Benzema. Qui pour le remplacer? Déjà, appeler personne est une option, selon RMC Sport. Maintenant, si tu l'enlèves, tu as Moussa Diaby, Martin Terrier et Wissam Ben Yedder qui sont globalement en balance. Vous savez très bien pour qui mon cœur penche. Moussa Diaby, surtout qu'en fait, j'ai pas vraiment confiance en Ousmane Dembélé. On va voir si, c'est lui le point, je pense, qui sera titulaire contre l'Australie et que le forfait de Benzema acte un petit peu sa présence dans le 11. Voilà, j'aurais quand même appelé Moussa Diaby parce que Dembélé n'est pas forcément le plus fiable. Sur les côtés, tu as déjà fait venir Kolo Muani et Marcus Thuram qui sont des joueurs plus axiaux. Diaby est limite un petit peu trop caricatural, parfois sur son côté en tant qu'ailier. C'est peut-être quelqu'un qui peine un petit peu à repiquer dans l'axe. Quoique, dernièrement, il a mis des buts fantastiques sur des courses déjà très verticales, longue sur 70 mètres et de l'extérieur vers l'intérieur sur la fin. J'aurais appelé Moussa Diaby personnellement. Et puis de toute façon, on ne cessera de répéter que l'absence la plus marquante pour les Bleus en cette Coupe du Monde, c'est Paul Pogba, bien évidemment, pour son expérience dans ce groupe qu'il connaît merveilleusement bien, son leadership, on l'a vu à la Coupe du Monde 2018, et sur le terrain, sa créativité. Je ne sais pas si on se rend compte, en fait, cette équipe de France avec et sans Pogba,
comment c'est pas du tout le même visage. Voilà, son jeu long, ses qualités techniques, bien évidemment, pour faire le lien entre la défense et l'attaque, elles vont nous manquer cruellement. Surtout que là, tu remplaces pas Benzema par Giroud qui est en pleine bourre, mais Paul Pogba par Adrien Rabiot, qui même s'il performe en ce moment à la Juventus, est réputé pour être un joueur assez neutre. Donc tu remplaces ta plaque tournante au milieu de terrain par un joueur qui est toujours 5 sur 10 dans l'équipe. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est quand même très compliqué. Sans oublier bien sûr tous les autres forfaits comme Kimpembe pour l'équilibre du groupe. Bref. Bon, au niveau de la composition, tout fuite. Voilà, Didier Deschamps n'a aucun secret à nous livrer, il l'avait lui-même annoncé, de toute façon, dès le lendemain ou le soir même de l'annonce de la liste, ça part à 4 défenseurs, voilà, 4-2-3-1 visiblement, ou 4-3-3, appelez-le comme vous voulez, de toute façon, c'est pas le dispositif qu'il faut regarder, mais bien sûr la structure qu'on va adopter sur le terrain. Lloris dans les buts, bon, on espère qu'il sera au top niveau sur sa ligne, qui est la plus grande de ses qualités. On espère que défensivement, on ne va pas concéder de pénalty parce que dans cet exercice, il n'est pas très bon. Et puis à la relance, bon, on sait très bien que le gardien ou les défenseurs centraux, Didier Deschamps ne leur en demande pas trop. En défense, il y a un parti pris qui, je pense, est discutable. C'est à gauche. À droite, bon, Pavard a de l'expérience. T'as pas emmené de vrai latéral droit, tu vois. T'aurais pu prendre Kaloulou, qui a quand même un petit peu d'expérience à ce poste-là. T'as pris Jules Koundé par exemple. Bon, c'est pas vraiment un vrai latéral droit. Et puis en équipe de France, il n'a pas fait de grosses performances à ce poste-là. Donc tu pars avec Pavard, qui joue au Bayern, qui a de l'expérience, ça pas de problème. Quelque part, ça joue en sa faveur, hein, tous les forfaits. Et à gauche, Lucas Hernandez, et pas le frère Théo, parce qu'évidemment, il est beaucoup plus défensif. Et surtout, la différence avec la Coupe du Monde 2018, c'est que là, Mbappé, il est à gauche. Tu ne peux pas le mettre à droite pour mettre Rabiot sur le côté gauche de ton 4-2-3-1. Non, non. Mbappé est évidemment sur ce côté-là. Et derrière, du coup, tu veux un petit peu verrouiller, même si en Ligue des Nations, tu as joué avec Théo Hernandez sur son côté. Pas de risque. Ce serait visiblement Lucas. Moi, je prendrais quand même le risque de faire jouer Théo parce que athlétiquement, il est capable de défendre en courant vers son but et faire les efforts. Et puis surtout, à un moment donné, il faut prendre des risques. C'est pas tes milieux de terrain qui vont t'apporter le surnombre. Si en plus, tu mets des latéraux défensifs, on va avoir un jeu très stéréotypé. Et je pense qu'on va se faire chier. Hein. Et en matière de jeu, là, il va falloir compter sur le Brésil de Neymar, le Portugal à moindre mesure, puisque leur sélectionneur risque un petit peu de tout gâcher. Bref, les autres équipes pour prendre du plaisir en termes de jeu. Après, émotion, évidemment, les Bleus sont capables de nous les donner. Mais là, c'est difficile de se projeter là-dedans. Dans l'axe, pour l'Australie, personnellement, je pars avec Saliba ou Upamecano. Alors, Upamecano, par exemple, Giroud est bon et en équipe de France et en club. Upamecano, en équipe de France, c'est pas ça. En club, il est bon, il fait un bon début de saison. Il a montré qu'il est capable de jouer sur le côté gauche. Pas besoin d'avoir un vrai gaucher, nanana. Bref, Upamecano et je mets William Saliba, le meilleur défenseur de Première Ligue pour moi sur ce début de saison. Qualité d'anticipation, en fait, le mec qui se rapproche le plus de Raphaël Varane. Je fais une sorte de Christophe Galtier, je suis assez conservateur. Je remplace un joueur par celui qui lui ressemble le plus en termes de poste et de registre. Voilà, visiblement, ce serait Upamecano et Konaté. Konaté qui revient de blessure avec son profil un petit peu de stopper, qu'on apprécie aussi. Hein. Mais je pense qu'en termes de rythme, ça risque d'être un petit peu juste, même si l'Australie ne sera pas forcément l'équipe qui nous mettra le plus en danger offensivement. Au milieu de terrain, bien sûr, Tchouaméni qui joue très très gros parce que voilà, il est titulaire au Real Madrid. En équipe de France, bien sûr, il a fait de très très grosses performances. D'autres qui étaient un petit peu plus moyennes, hein, il faut le dire. De toute façon, dans cette équipe de France, c'est très difficile de maintenir une régularité en matière de performance. Quasi personne, en fait, dans ce groupe est régulier depuis des années. Voilà, même Mbappé est passé à côté de quelques matchs. Karim Benzema a eu un temps d'adaptation. Giroud est passé par des moments un petit peu difficiles. Griezmann idem, c'était un petit peu forcé, une histoire de statut. Pogba pareil. Bref, compliqué. Mais dans tous les cas, ce sera la plaque tournante de notre milieu, puisqu'à côté il aura Rabiot. J'espère que Rabiot se projettera vraiment jusque dans la surface, tout simplement, parce que
c'est ça qu'on attend de lui aujourd'hui. Et à un moment donné, bon, il faut avoir un parti pris pour essayer de terminer premier de cette poule, faire la différence de but et tout ça. On sait très bien que le match le plus difficile, ce sera samedi prochain contre le Danemark. On va pas se mentir. Et ça va être là qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Griezmann. Alors Griezmann, lui, c'est toute l'interrogation. Est-ce qu'il sera en tant que 8 relayeur? Moi, je fais partie des gens qui n'ont pas peur de mettre Griezmann à ce poste-là. Ou alors en tant que numéro 10. Bon, c'est sensiblement, je pense, la même chose, puisqu'en matière d'effort défensif, Griezmann n'est pas un problème. Voilà, il va abattre des kilomètres. Techniquement, évidemment, il est bon. Il revient plutôt bien en club ces derniers temps, donc c'est de bon augure. En plus, il est plus frais que les autres avec ses histoires de jouer 30 minutes sur août et septembre pour la fameuse clause avec le Barça. Donc, terminé. Et enfin devant, Mbappé à droite, Giroud dans l'axe en tant que pivot, bien sûr, pour libérer les espaces et tout le bordel. Et Dembélé à droite. Je rappelle quand même que, voilà, on a Dembélé, Mbappé, si vous voulez vous prendre une bouffée d'air frais et de confiance, regardez le match qu'on sort contre l'Angleterre. Alors c'est vrai qu'il remonte, mais c'était vraiment la street tout simplement. Et le duo Mbappé-Ousmane Dembélé avait été exceptionnel. On espère que ce sera leur Coupe du Monde à tous les deux, même s'ils ne devraient pas se connecter directement puisqu'ils sont sur deux côtés opposés. Mais voilà, on a quand même des forces en présence qui sont extraordinaires. Kingsley Coman que tu fais rentrer pour déstabiliser une défense fatiguée, on ne cessera de le répéter, ça pareil, c'est énorme. Donc voilà un petit peu, moi je pars sur un 11, Lloris, Pavard, Saliba, Upamecano, Théo Hernandez, Tchouaméni, Rabiot en double pivot, je préfère un 4-2-3-1 qu'un 4-3-3, et Griezmann en tant que numéro 10, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Olivier Giroud tout simplement. Voilà pour cette équipe de France qui change quand même de 2018 parce que tu n'as plus ce milieu gauche très défensif, Blaise Matuidi, Rabiot aussi qui l'a été par la suite, qui du coup fait que ton système est complètement asymétrique. Là, bon, il y a moins d'asymétrie, principe qui a évidemment fait la victoire des Bleus en 2018. Bref, dans tous les cas, bon, quand Varane reviendra, je pense que ce sera Konaté à ses côtés. Aussi parce qu'il a fait de bonnes performances avec les Bleus. Ne pas oublier ça aussi. Voilà. Upamecano, ça reste quand même assez léger en matière de référence en équipe nationale. Mais bon, dans tous les cas, je fais partie des optimistes, bien sûr. L'espoir est le dernier à mourir. 1% de chance, 99% de foi. Et de toute façon, les autres équipes ont aussi leurs petits problèmes à régler, tout simplement. Voilà. On a l'Argentine qui aujourd'hui, par exemple, se retrouve avec Messi qui s'entraîne à part, un petit peu tout seul. Déjà qu'en pleine forme, c'est difficile de le voir se hisser quand l'intensité est très très haute. Si en plus, il sort d'une semaine à s'entraîner tout seul, bon, dans tous les cas, mercredi, match amical contre les Émirats, il a sorti un but et une passe décisive, but du pied droit, qui en plus est magnifique. Bref, on espère qu'il va faire un bon tournoi en tant que Parisien. Voilà, on a Neymar par exemple qui a dit que la Coupe du Monde en pleine saison, qui tombe donc au pic de forme des joueurs, ce sera une super Coupe du Monde. Je suis à moitié d'accord, dans la mesure où c'est vrai que les organismes sont évidemment moins usés qu'en juin. Maintenant, la coupure entre le foot en club et le début de ce tournoi aurait dû être plus grand, évidemment. Et ça, c'est une histoire de calendrier pour la FIFA, de droit télé, essayer de placer le plus de matchs possible, tout simplement. Et je pense que voilà, il faut trouver un juste milieu entre le gros mois qu'on a d'habitude et là, la semaine et demie en fait. Surtout qu'il se retrouve à passer des déplacements européens au mois d'octobre, donc à 10-15 degrés, aux 29 degrés du Qatar. Alors 29 degrés évidemment sur le papier, voilà, là-bas, bon c'est le désert, mais c'est pas non plus, on est en novembre. Évidemment, il faut arrêter d'en faire tout un plat. Les vidéos qu'ont tourné des Anglais cette semaine, c'est un petit peu ridicule parce que au Brésil en 2014 c'était pareil, et même en Russie en 2018, c'était des températures assez similaires. Problème, ils avaient eu plus de temps pour s'y acclimater. Moi, c'est vraiment cette histoire de coupure assez restreinte qui me gêne, on va dire, dans l'organisation. Et puis surtout, à Marquinhos.
Super Marquinhos qui nous a dit « Ah, Neymar, ah bah là, il va sortir la meilleure Coupe du Monde de sa vie. Il a modifié complètement sa vie quotidienne ces derniers mois pour arriver en forme au Qatar. Je l'ai vu, je suis un très bon ami. Croyez-moi, je ne mentirai pas. Il a tout modifié dans son approche quotidienne pour être prêt à l'échéance. » Super pour nous supporters parisiens par rapport à ce qui va nous attendre en janvier. Qu'il la gagne ou pas, ça veut dire qu'il va donc retourner à sa vie normale, le Neymar. Mais de toute façon, on devait s'y attendre, il a maintenu un tel niveau de régularité lors de la première partie de saison que forcément, sa seconde, il y aura des matchs où il passera, voilà, où il sera moins influent, on va dire, que là, par exemple contre Lorient, contre Troyes, contre Brest en septembre, enfin, il fait des matchs qui sont... Il n'y a pas un match où il a vraiment baissé le pied complètement, tu vois, ce que, à part Auxerre, mais lui, bon, c'était anecdotique. Et puis, on a marqué très vite dans le match. Bref, bon, sinon, côté parisien, on a des fonds américains qui s'intéressent pour acheter 10 à 15% du club, selon l'équipe, et CBS. QSI n'est pas intéressé dans l'immédiat, bien évidemment. On va voir hein, ce que ça va donner. Mais bon, voilà, c'est une information intéressante. Et autre, au niveau mercato, le père d'Hendrick, la pépite brésilienne évidemment, hein, qui a le Real, Chelsea et le PSG à ses trousses, son père a annoncé hier que le club parisien était le seul à avoir ouvert des négociations avec son club de Palmeiras. Voilà, on rappelle que c'est pas avant 2024, sa majorité, qu'il rejoindra l'Europe pour visiblement une soixantaine de millions d'euros évidemment. On va voir ce qu'il va privilégier. Il y avait eu une espèce de fake news en début de semaine qui disait que pendant la trêve, il allait visiter les installations au Real. Au final, ça a été démenti par sa famille. Bref, on va voir ce que ça va donner. Et je pense que j'en ferai une vidéo parce que c'est intéressant quand même de voir le père annoncer que le PSG négocie complètement. Je rappelle que maintenant, on a Luis Campos aux manettes. Voilà. Et qu'on a d'autres rumeurs sur des jeunes qui se multiplient. Voilà. Bonne soirée à tous. N'hésitez pas, bonne journée, pardon, puisque cette vidéo est postée le matin. On souhaite le meilleur à nos bleus, on est évidemment derrière eux et on se dit à très très vite pour débriefer. Bon, ce soir on va pas débriefer Équateur-Qatar, je vais pas vous le cacher. Par contre mardi soir on débriefera le match des bleus. J'essayerai peut-être l'Argentine de Messi mais c'est pas dit. Et puis après mercredi c'est le groupe du Maroc je crois qui joue mercredi. Mais mercredi je crois que je pourrais pas regarder le match du Maroc. Jeudi évidemment on débriefera le Brésil de Neymar. Voilà, parce que hors bleu c'est évidemment l'équipe qui me hype le plus. Sans les supporter, je pense qu'en termes de jeu, c'est ceux qui vont nous donner le plus d'émotion, tout simplement, parce que c'est des Brésiliens, des artistes. En tant que Parisien, on a Neymar, Marquinhos, Thiago Silva à suivre. Le seul défaut, c'est peut-être leur paire de latéraux, tout simplement, qui est, à contrario, la force du Portugal, qui, je pense, a les meilleurs latéraux du tournoi avec Nuno Mendes et Cancelo. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à mettre tout ça en place, à prendre de vrais partis pris sur la compétition? À voir. Bref. On a hâte, ici la hype est au max, voilà, on est à 10 sur 10 total, on a hâte de regarder ce tournoi, la dernière danse du trio qui a fait notre enfance, Neymar, Messi et Ronaldo, c'est absolument incroyable. Ciao les amis, bonne journée, bon dimanche, prenez soin de vous avant tout.